Bonjour à tous et merci, merci beaucoup de répondre présent là pour la deuxième édition, deuxième webinar qu'on organise de présentation de Canopsys, la première solution d'hypervision open source. On parle d'un outil indispensable en temps de crise, on y reviendra, mais en temps de crise, il est important de donner de la visibilité et Canopsys le permet. Et donc voilà, ça fait partie des objectifs de Canopsys sur lesquels on insistera. On va se donner 45 minutes pour cette présentation, 45 minutes sur la présentation théorique et ensuite la démonstration, la présentation de Canopsys en action. Mais derrière ces 45 minutes, il y aura du temps, bien sûr, illimité pour répondre à vos différentes questions. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet sur la droite. Donc on présentera déjà qui nous sommes, qui est Capensys. Ensuite, on arrivera sur quels sont les constats et les constats qui font que l'hypervision a un sens et que Canopsys a un sens, les bénéfices que nous apportons, comment on se positionne, le fonctionnement de Canopsys. On parlera de la roadmap, on en viendra sur le modèle économique et puis comme je vous le disais, on gardera un temps important pour voir Canopsys en fonctionnement en action. Donc alors, qui nous sommes déjà? Alors, même on l'a dit en attendant 10h05, mais pour se représenter personnellement, donc moi je suis Armand Dissot, je suis responsable de l'agence Nord. J'ai un rôle plutôt commerce dans cette présentation et je vais également animer un peu les différentes questions-réponses que vous allez pouvoir poser. Et puis je suis accompagné de Mickaël. Mickaël, je te laisse te représenter. Oui, donc bonjour à tous, je suis Mickaël Mourcia, je suis le directeur technique de Capensys et donc je suis le pendant technique d'Armand et je vais donc vous faire toute la partie slide pour positionner Canopsys correctement, vous expliquer les problématiques qu'il adresse et les réponses qu'il apporte, et puis ensuite on passera sur l'aspect démonstration avec une plateforme installée ici sur laquelle je déroulerai un exemple, un cas d'usage simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, notre objectif pour se présenter au niveau de la société, notre objectif chez Capensys, c'est de vous accompagner au mieux autour de vos infrastructures libres, que ce soit au niveau que ce soit avec des prestations de services, donc dans notre activité de prestation de services, de state service en logiciel libre. Donc c'est notre activité première, la première activité qu'on a lancée depuis 2002. Et en 2012, on a rajouté une deuxième activité complémentaire qui est l'édition de logiciels avec l'édition de Canopsys. Donc aujourd'hui, Capensys, c'est deux activités complémentaires, une activité de prestation de services avec différents métiers, des métiers d'études, d'intégration, de support, de formation. Donc on peut vous accompagner sur toutes les phases de vos projets d'infra. On est composé de 35 experts qui peuvent vous accompagner au mieux sur des problématiques de supervision, d'hypervision, mais également d'industrialisation des SI avec du config management, des technologies telles qu'Ansible sur lesquelles on a vraiment de bonnes compétences. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à nous solliciter également sur des aspects complémentaires d'infra libre. Et aujourd'hui, on est présent sur l'ensemble du territoire, sur une bonne partie du territoire nord-ouest, je dirais. On est né à Lille, on est né en métropole lilloise et on vous parle depuis la métropole lilloise. Et on s'est également développé sur l'ouest avec un site à Nantes, un site à Tours, et également une présence en Île-de-France. Le lapsus que je disais en ayant une présence sur tout le territoire, c'est qu'on est quand même capable d'intervenir sur tout le territoire, d'autant plus dans des périodes où on intervient à distance, mais on peut également intervenir ponctuellement sur site, sur d'autres endroits de France, voire international, si besoin. Donc voilà, voilà un peu qui est Capensys. Mickaël, je te laisse passer Ouais. le slide. Donc je vais laisser justement la main à Mickaël qui va vous présenter Canopsys plus en détail avec une première présentation théorique et puis je reprendrai la main sur la partie modèle économique. Merci. Ok, super, merci Armand. Alors juste un petit rappel de plan. Donc l'idée c'est de partir des constats qu'on a fait et qu'on continue de faire actuellement, qui nous amènent et qui nous ont amené à nous positionner sur une solution d'hypervision, et donc vous présenter les bénéfices que peut apporter une solution d'hypervision comme Canopsys. Je vais également vous repositionner l'outil par rapport justement à la pyramide de supervision, vous montrer comment est-ce qu'on l'intercale dans votre système d'information. Et puis après, je parlerai de Canopsys en lui-même derrière à travers les objectifs qu'il poursuit, c'est-à-dire la collecte de l'information, son traitement et sa restitution. Et puis derrière, ce sera le moment de la démo pour vous montrer les écrans et comment ça fonctionne. Alors,
Les éléments sur lesquels on s'est basé pour créer en fait un outil d'hypervision sont les suivants. En fait, on s'est rendu compte que la supervision n'était plus suffisante. Et alors pourquoi elle ne l'était plus? Parce qu'en fait, vous avez de manière générale dans vos systèmes d'information beaucoup d'outils de supervision qui ont leur propre fonctionnement, qui ont leur propre méthode, leur propre workflow de prise en charge. Et donc, ces outils sont en général spécialisés alors, dans l'infrastructure, dans le contrôle applicatif, dans le contrôle des bases, dans le contrôle de l'aspect virtualisation. Et chacun a un métier en particulier. Et donc ça, voilà, ça multiplie les outils et c'est compliqué d'avoir une visibilité transverse sur l'ensemble de votre parc et donc de déduire des choses de manière générale. Ça, c'est un des gros points qui nous a fait nous positionner sur l'hypervision. Ensuite, il y a un problème de volume d'alarme. Pareil, de manière générale, on se bat avec la phrase depuis quelques années trop d'alarmes tue l'alarme. Et donc, c'est vrai que le fait de multiplier les alarmes fait que ça augmente les coûts de gestion, ça dégrade les temps de résolution et ça comment dire ça augmente la complexité d'exploitation puisque il faut connaître chacune des interfaces, chacune des consoles, chaque méthode qui est utilisée pour résoudre une alarme, chaque consigne, ça oblige aussi à créer des interconnexions entre vos référentiels et tous les outils de supervision, entre vos outils de supervision et les outils de ticketing. Et donc au final, on a augmenté la complexité de manière générale sur le système d'information dans la fonction de supervision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose des outils d'hypervision et particulièrement un outil comme Canopsys. Alors comment un outil comme Canopsys va pouvoir répondre à ces problématiques et à ces constats? Alors la première chose, c'est l'aspect console unique. L'idée, c'est que on continue d'utiliser vos outils de supervision et qu'on fasse en sorte qu'ils publient leurs événements et leurs informations au sein d'une console unique et donc sous forme de réceptacle d'informations qui va vous permettre finalement d'avoir une méthode et d'avoir un système homogène de prise en charge de vos alarmes, de votre workflow de gestion, des interconnexions avec l'extérieur. Donc, je vous ai parlé des référentiels, je vous ai parlé des outils de tickets, mais plein d'autres, de vos ordonnanceurs de tâches, de vos bases de données, enfin voilà, de tous les outils qui pourraient être amenés à communiquer avec de la supervision et de l'hypervision. Et puis surtout, on conserve vos habitudes d'un point de vue administration en ne remettant pas en cause vos choix d'outils de supervision. Voilà, l'idée, c'est que tout soit agrégé en un endroit unique et que le pilotage se fasse d'une manière homogène. Alors, deuxième problématique adressée par Canopsys, c'est l'aspect volume d'alarme. Alors, on va toucher à 2 points et on va utiliser deux méthodes pour réduire le nombre d'alarmes. On va vous proposer des alarmes pertinentes, c'est-à-dire, vous voyez comment on l'a résumé, la bonne alerte à la bonne personne au bon moment. Donc l'idée, c'est que on filtre les bacs pour ne montrer que les alarmes dans des plages de service au bon moment et donc au bon pilote. Voilà, donc ça va déjà réduire considérablement le nombre d'alarmes qu'on présente. Et puis derrière, on va aussi utiliser la motorisation Canopsys qui va permettre de dédupliquer des événements, qui va permettre de regrouper des alarmes en méta-alarmes et appliquer des règles de corrélation pour qu'on ne présente que les alarmes qui sont pertinentes au moment où on doit les présenter. Et puis, d'un point de vue exploitation, on va du coup jouer sur l'aspect efficacité opérationnelle du pilotage, puisque le fait d'avoir une seule console de gestion des alarmes fait que on a une manière de les prendre en compte. On a un workflow qui est mis en œuvre, et finalement tout ça est homogène. C'est-à-dire que l'alarme provienne d'un superviseur A ou d'un superviseur B,
finalement, elle sera présentée de la même manière, avec évidemment des différenciants, mais la structure sera la même. Et donc, l'interaction avec vos outils tiers ne se fera que d'une seule manière. Ça vous donnera la possibilité de classifier vos alarmes, de les qualifier avec finalement des règles d'enrichissement, avec de la synchronisation de référentiels externes. Et puis, vous avez évidemment l'interface web qui va vous permettre de créer des vues, de filtrer et finalement d'adapter la visualisation à la personne qui se présente sur l'outil. Et enfin, toutes les données qui sont calculées et qui sont mises à disposition par Canopsys sont en direction d'un puits de données derrière qui sera accessible par un outil de reporting. Alors nous, on propose aujourd'hui d'utiliser Grafana au-dessus de ce puits de données qui va vous permettre de calculer des indicateurs clés et donc de créer des tops, de vérifier le respect des SLA, de vous donner des indicateurs de fiabilité, des taux de disponibilité, et bien sûr, vous laisse la possibilité d'utiliser vos propres outils de BI que vous utilisez déjà dans votre système d'information pour interroger ce puits de données. Et donc ici, on est plutôt sur du reporting, voilà, qui va interroger ce qui s'est passé et ce qui a été récolté par Canopsys. Voilà les 4 points ou 5 points qui sont adressés par Canopsys et auxquels on répond par cet outil. Alors, aujourd'hui, si on veut donc synthétiser le positionnement de Canopsys, finalement, on le considère comme un centralisateur, un agrégateur d'événements. Et donc, sa fonction première, c'est de centraliser l'information, c'est de traiter l'information reçue, donc grâce à de la motorisation, et puis restituer des résultats via l'interface web, via le puits de données, et puis via une API pour continuer à interagir avec l'outil et avec d'autres outils de votre système d'information. Sur la pyramide de supervision, voilà comment se positionne l'hypervision selon nous. Vous avez donc un système d'information et donc un périmètre à surveiller, qui est surveillé généralement par des capteurs qui sont ordonnancés, voilà, par des outils de supervision dont c'est le métier. Et vous avez N outils de supervision, et l'hypervision va se positionner comme un chapeau dans cette pyramide, et sera donc considéré comme un réceptacle à événements, et sera donc en attente qu'on le nourrisse d'informations pour qu'à son tour, il puisse traiter et puis donc proposer des résultats aux utilisateurs. Alors aujourd'hui, si on focus sur la partie collecte, puisque vous avez compris qu'il y avait donc trois objectifs principaux, la collecte, le traitement et la restitution. Donc l'aspect collecte se fait par l'intermédiaire de connecteurs qui vont aller publier leurs informations dans un bus de données. Voilà, c'est ça la techno Canopsys. L'entrée de la techno, c'est un bus de données. Et donc, quel type d'information va être publié dans Canopsys? Eh bien, de l'information de supervision. Alors, vous avez des pastilles ici, vous voyez Zabbix, Centréon, HP, IBM. Alors, évidemment, c'est pas exhaustif. Tout à l'heure, en synthèse, je vous donnerai un lien sur le site de documentation qui recense les outils qui sont actuellement compatibles avec Canopsys. Vous pouvez également connecter et synchroniser des informations de référentiel. Alors, je vous ai donné les exemples de eTop et de ServiceNow. L'idée, c'est de pouvoir synchroniser ces informations pour enrichir les CI qui sont présents dans Canopsys et avoir plus d'informations pour la qualification et pour mieux ordonner les alarmes et les mettre à disposition des bonnes personnes. Vous avez d'autres connecteurs type base de données, application métier, et j'en passe. D'accord, on reçoit des trappes SNMP, des logs. Voilà, tout ça se retrouve sur le site de documentation de Canopsys, vous aurez l'occasion de le parcourir. Voilà pour la collecte. Et donc, par l'intermédiaire de connecteurs, toutes ces informations sont transmises dans un bus de données. Alors, que fait-on de cette information? Alors, vous avez compris que cette information était organisée autour d'un bus, et on va attacher à ce bus des moteurs qui vont avoir un métier et qui vont donc appliquer des traitements. Vous avez quelques exemples dans le slide. Vous voyez, filtrage, enrichissement,
corrélation, action. Enfin, voilà, c'est toute l'intelligence de Canopsys qui se positionne à cet endroit-là. Et si vous regardez au-dessus du bus modélisé par la ligne verte, vous avez des moteurs verts et des moteurs bleus. Alors ça, c'est plutôt Armor qui reviendra dessus, mais disons qu'il y a des moteurs qui sont disponibles dans l'édition OpenCore et puis des moteurs qui sont disponibles dans l'édition Pro. Donc Armor revient dessus tout à l'heure en fin de présentation. Enfin, sur la restitution, donc vous avez deux méthodes principales de restitution. Donc une interface web qui va vous présenter des widgets de bac à alarme, de météo, de compteur, que vous allez pouvoir personnaliser avec des filtres, avec des droits, etc. Cette interface est responsive, elle peut s'adapter à des mobiles, à des tablettes, à des PC, et elle est voilà, entièrement personnalisable. Deuxième méthode de restitution de l'information, c'est l'API. Alors sachez que toutes les informations qui ont été calculées et qui sont gérées par Canopsys sont mises à disposition par une API. Et donc, pour interagir avec vos outils tiers, vous pouvez utiliser cette API. Et sachez également que toutes les actions que Canopsys peut exécuter le sont également via l'API. Comme ça, si par exemple vous souhaitez déclarer une application en maintenance à l'hyperviseur, ben vous pouvez par exemple utiliser votre ordonnanceur de tâches en envoyant un ordre de mise en maintenance à Canopsys via son API. Voilà. Et inversement, pour en sortir, voilà, c'est ce type de possibilité. Et vous avez aussi la possibilité d'interagir avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos outils de BI, vos outils de ticketing CMDB et gérer toutes sortes de notifications si jamais vous en avez besoin. En résumé, je vous ai repositionné dans le slide les trois objectifs, la centralisation, le traitement, la restitution. Donc centralisation, événements de supervision référentiel, le traitement donc avec notre chaîne de motorisation, et la restitution avec l'interface web et l'API, et puis le puits de données pour toutes les datas que vous souhaitez analyser par ailleurs. Quelques liens pour vous aider et puis en découvrir plus sur Canopsys. Donc vous avez les sites officiels, et puis vous avez le site de documentation doc.canopsys.net dans lequel vous avez un bon point de départ pour faire une installation, faire vos paramétrages et puis comprendre la philosophie de Canopsys. Et puis, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le dernier lien, là, c'est un lien qui vous présente les interconnexions qui existent aujourd'hui et que vous pouvez mettre en œuvre d'ores et déjà. Alors, quelques infos de roadmap pour 2020. Alors, on va mettre en route un chantier de remédiation qui va nous permettre de faire en sorte que toutes les applications de consignes soient traitées directement dans Canopsys. Et donc, avec un système de listing qui va rappeler au pilote les tâches qu'il a exécutées pour la prise en charge de l'alarme, avec des actions qui seront manuelles et des actions qui pourront être automatisées. Donc ça, c'est un bloc, un module qu'on prévoit d'implémenter cette année. On va ajouter certaines règles de corrélation pour voilà, améliorer le moteur en lui-même, introduire un chatbot à qui on pourra passer des ordres pour la résolution, pour les prises en charge, et puis un module de baseline qui va nous permettre de faire des comparaisons de valeurs par rapport à un référentiel qu'on se sera donné. Alors, on a pour ceux qui le souhaitent, on a un document de roadmap qui est évidemment plus complet sur 3 ans qu'on peut vous faire suivre, à voir avec la partie commerciale chez Capensys. D'ailleurs, juste une petite précision, on vous transmettra également l'ensemble des slides de la présentation et les réponses aux questions que vous nous posez d'ailleurs sur l'onglet questions, auxquelles on répondra à l'oral en fin de présentation. On vous enverra tout ça à l'issue de la session. Yes, merci Armand. Alors voilà pour cette présentation. Donc là, je repasse la main à Armand pour qu'il vous présente les différentes éditions et puis qu'il présente certaines références. Et puis moi, je vous retrouve pour la démo juste ensuite. À tout à l'heure. Merci Mika. Merci. Alors, comment est commercialisé Canopsys? Tout simplement sur un modèle hybride avec une version open source, la version open core, qui vous permet d'utiliser Canopsys à premier niveau avec les fonctionnalités standards,
avec des règles manuelles, enfin voilà, d'utiliser Canopsys sur une première utilisation basique. Et à partir du moment où vous souhaiterez utiliser Canopsys de manière plus professionnelle et bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités que Michael a présentées de manière théorique et va présenter au travers de la démo. On peut parler de reporting, de stats, des capacités de webhook, de l'enrichissement dynamique, enfin voilà, des règles de corrélation par exemple. Et bien, il faudra passer à la version pro. Et donc la version pro, donc pour des objectifs professionnels. Et cette version pro n'a pas de limitation en termes contractuels d'événements secondes parce que on commercialise Canopsys par nombre d'événements secondes, donc fonction du volume d'événements secondes que vous ferez transiter dans notre solution d'hypervision. Voilà un peu pour les deux versions. Il faut savoir que dans cette période économique particulière, on se sent un peu une âme patriotique et donc j'aime rappeler que Canopsys est une solution française, donc on se permet de le préciser. Donc si vous souhaitez participer à la relance économique française, n'hésitez pas à nous aider également. Donc voilà, je me permets de le préciser et tout en sachant qu'on a une politique tarifaire assez agressive sur le marché des solutions d'hypervision parce que la vente de Canopsys et le prix de Canopsys démarre à partir de 30 000 euros hors taxes par an. Il faut savoir que Canopsys est vendu selon deux modes, avec un droit d'usage limité dans le temps sur 1 an ou 3 ans, comprenant du support. Donc ça, c'est le premier mode, finalement un mode plus ou moins location, incluant du support. Et le deuxième mode, c'est un mode avec un achat perpétuel, sur lequel vous avez une première année de support qui est requise dans le cadre d'une souscription perpétuelle la première année, facultatif les années suivantes, mais nécessaire pour continuer à bénéficier du support Capen6 et également pour continuer à bénéficier des mises à jour de versions qui sont assez régulières chez nous. Enfin, des mises à jour majeures sont un peu plus éloignées, mais par contre, on fait évoluer le produit assez régulièrement. Et donc, voilà, pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des nouveautés que Michael a présentées d'ailleurs rien que pour 2020, il faut être sous support lorsqu'on a une licence perpétuelle. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la partie commerciale. On a d'ores et déjà des clients qui nous font confiance. On en a cité quelques-uns. On n'est pas exhaustif, bien sûr, mais c'est des noms qui doivent vous parler certainement. Alors on peut parler de La Poste, on peut parler de GFI. Alors GFI par exemple, pour m'arrêter sur eux, ils utilisent Canopsys dans le cadre de dans leur centre d'infogérance. GFI a de nombreux clients. Et chaque client avait une console de supervision. Donc les pilotes d'exploitation devaient se connecter sur multiples plateformes. Donc il y avait une perte de temps. Et donc pour optimiser l'efficacité opérationnelle de leurs équipes d'exploitation, donc optimiser les coûts, optimiser beaucoup de choses, ils se sont basés sur Canopsys et Canopsys leur permet d'être beaucoup plus efficient. Donc voilà, pour prendre un des exemples, Orange utilise Canopsys dans le cadre de son NOC. On peut parler de Pôle emploi, de la RATP, qui sont des clients qui nous font confiance. Et on a laissé une petite pastille en espérant justement pouvoir vous compter parmi nos clients prochainement. Donc sachez que des POC sont possibles. On est en capacité actuellement de vous accompagner dans le cadre de maquettes. Donc on pourra en discuter spécifiquement. Dans tous les cas, on reste à votre entière disposition pour répondre à vos projets spécifiques, à vos besoins spécifiques à l'issue de la présentation. Que ce soit moi ou Edouard, on vous laissera nos coordonnées sur le dernier slide. Donc voilà, merci à vous. Je relaisse la main à Mickaël pour voir Canopsys en action. Alors nous voilà pour la démo. Alors pour que ce soit un peu plus parlant et plus concret, j'ai bâti un petit scénario, alors qui se veut simple pour vous montrer quelques fonctionnalités. Et après, évidemment, on sera à dispo pour parler de vos besoins et puis de répondre à vos questions dans le webinaire si vous en avez. N'hésitez pas à les poser. Alors, je suis parti d'une application e-commerce qu'on supervise à 2 niveaux. Et donc à un niveau plutôt infrastructure avec des outils comme Tivoli, Centreon, Shinken que vous voyez apparaître sur le schéma. Et puis plutôt à niveau applicatif avec des scénarios plutôt web qui sont déroulés avec Selenium. Et donc l'idée c'est de vous montrer au travers ces quelques briques applicatives comment ça peut se dérouler côté Canopsys. Donc je ferai des références à ce schéma pendant la phase de démo. Et donc je vais pouvoir vous présenter des météos, des bacs à alarme, des compteurs,
l'aspect plutôt KPI, et donc ça vous donnera quelques idées, et ça vous permettra de mieux appréhender les fonctionnalités qui sont offertes par Canopsys. Alors, je vais basculer sur le navigateur. Alors, hop, on devrait se voir un peu plus grand dans pas longtemps. Voilà, bonjour à tous. Hop. Et je repars donc sur un navigateur que vous devriez normalement avoir à l'écran. C'est la mire de login Canopsys que vous pouvez paramétrer, personnaliser. Vous pouvez mettre vos rappels CNIL, vous pouvez mettre le texte qui vous semble bon, et puis vous vous loguez soit localement, soit à travers de votre annuaire, Active Directory, OpenLDAP, votre système de SSO si vous en avez un. Et une fois que vous êtes logué, eh bien voilà, vous arrivez dans le vif du sujet, et donc dans une vue Canopsys. Alors qu'est-ce que vous avez là par défaut? Eh bien, vous avez une vue que vous avez sélectionnée, et une vue, c'est un ensemble de widgets. Vous voyez ici, les pastilles sont des widgets qui présentent de l'information. Et puis, vous avez plusieurs formes de widgets. Vous voyez, des bacs à alarme. Ici, là, voilà, vous avez un listing d'alarmes. Vous avez des météos si vous en avez besoin, des compteurs comme je vous ai montré. Et donc, l'idée, c'est que, eh bien, par profil, vous ayez à disposition la vue qui vous intéresse ou les vues qui vous intéressent. Et vous voyez ici à gauche, vous avez des regroupements de vues. Là, j'en ai créé un spécialement pour vous faire la démo sur le périmètre que j'ai choisi dans le scénario pour l'aspect e-commerce. Voilà comment est organisé en fait Canopsys. Donc vous vous loguez, vous héritez d'un profil, vous avez des droits qui sont liés à ce profil, des droits d'exploitation, des droits d'administration, des droits sur les vues, des droits sur les actions, et donc voilà comment c'est organisé. Alors si je passe maintenant plus particulièrement sur l'aspect e-commerce, eh bien on pourrait imaginer une première vue pour certains profils qui se connectent, qui ressemblerait à ce que vous avez devant les yeux. Tout en haut, plutôt un élément sous forme de compteur. Et donc là, on voit que 25 alarmes sont actives sur le périmètre e-commerce. Alors, active, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que elles ne sont pas en veille, ou elles ne sont pas dans des périodes hors plage de service, en fait, tout simplement. Et donc, ça veut dire que ce sont des alarmes sur lesquelles il faut prêter attention. Et vous savez qu'actuellement, une est acquittée et une a fait l'objet d'une déclaration de ticket sur l'outil ITSM de votre structure. Voilà ce qu'on apprend. Alors évidemment, le contenu de cette pastille est complètement personnalisable et dynamique, vous en doutez. Les éléments comme vous le souhaitez. Voilà, moi j'ai choisi cette représentation, mais libre à vous de choisir celle qui vous intéresse. La pastille est orange, on a passé un certain seuil, vous réglez les seuils comme vous le souhaitez. Alors qu'est-ce qu'on apprend d'autre également? Eh bien là, moi j'ai choisi de découper l'aspect infrastructure et l'aspect purement service rendu par l'application. Et donc on se rend compte que dans l'aspect infrastructure, il y a des éléments qui sont KO en fait, donc des alarmes en cours. Et plus que ça même, comme vous voyez que la tuile clignote légèrement, vous vous rendez compte que les alarmes non seulement sont présentes, mais en plus ne sont pas encore acquittées. Et donc il y a vraiment une attention particulière à porter à ces alarmes, puisque voilà, il faut aller appliquer le protocole de prise en charge. Et vous voyez ici que sur l'aspect pur applicatif, eh bien là, ça se passe bien, c'est vert, donc on considère que le service est rendu à cet endroit-là. Voilà pour une présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire changer l'aspect de la tuile de plutôt orientée applicative. Et donc, je vais demander à Selenium finalement de me faire rougir la tuile en question. Et donc, un scénario publie un résultat plutôt négatif qui va entraîner finalement, vous voyez, le passage en rouge de la tuile. Donc là, voilà, vous avez un scénario qui vous a fait passer la tuile en rouge. Elle clignote car, évidemment, l'alarme en question n'a pas encore été prise en charge. Vous la découvrez en même temps que moi. Alors, si vous cliquez, vous avez la possibilité d'avoir ici une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous lister les éléments à l'intérieur qui, eux,
ont un problème, par exemple. Et donc, vous voyez ici le scénario applicatif qui a causé le problème. Alors, je vous le répète parce que c'est valable pour quasiment dans toutes les fenêtres de Canopsys, mais le contenu de cette fenêtre est personnalisable. On a choisi d'écrire ça, mais vous écrivez ce que vous souhaitez. En cliquant ici, vous avez des actions potentielles que vous allez pouvoir exécuter sur cet élément. Vous voyez ici, vous avez un lien vers la procédure associée, donc dans votre gestionnaire de consignes. Alors j'en profite pour faire un petit rappel sur l'aspect remédiation. Donc aujourd'hui, on propose un gestionnaire de liens. Vous voyez, si je le clique, alors il arrivera dans le vide pour l'instant, mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que l'URL est complètement personnalisée par rapport à ce scénario. Et dans l'année, on fera en sorte que la procédure soit complètement gérée en interne et qu'on propose dès cette fenêtre l'exécution de la procédure si elle est automatisée. Voilà, et donc ici, vous personnalisez l'affichage comme bon vous semble. Je vais choisir d'acquitter en fait le scénario en disant OK, je le prends en charge, et donc je vais signaler à tout le monde que je le prends en charge. Donc à partir de ce moment-là, ici, vous allez vous rendre compte que ça y est, on a arrêté de clignoter. Donc on sait qu'on a un problème, mais on sait également qu'il est pris en charge. Au passage, on est passé à 26 alarmes, 2 acquittées en fait. Il y en a une de plus que tout à l'heure. Et donc si je reclique, eh bien, j'ai la petite icône ici qui me prévient que ce scénario a donc été acquitté. Alors, autre action potentielle, dans ma procédure, on m'a dit que je devais faire un contrôle sur le robot qui exécute le scénario, et je me rends compte que le robot subit une panne, et donc je vais décider de mettre en pause ici la supervision du scénario. Donc voilà, je spécifie un commentaire en disant à la demande de la consigne, je dis que j'ai un problème de robot, les raisons ici sont personnalisables, vous sauvegardez, et donc ici j'ai un moteur qui va prendre en compte cette information dans la minute et qui va donc faire en sorte que on ne présente plus ces alarmes au pilotage, puisque pour l'instant on sait qu'on a une pause de supervision et que il faut attendre la résolution tout simplement. Donc là, il y a un picto particulier qui va le préciser. Là, le moteur n'a pas encore fait son travail, donc on va patienter quelques instants, mais ça va pas tarder à arriver. Et donc ici, cette tuile va devenir grisée, et puis vous allez avoir un picto de pause qui va apparaître. J'espère pas avoir un effet démo, mais voilà, donc ça va pas tarder, et ça préviendra les pilotes que c'est pas la peine de s'intéresser à cette application pour l'instant, puisque voilà, elle est déjà prise en charge d'une manière ou d'une autre. Voilà voilà le fameux picto. Alors voilà pour une forme d'exploitation de météo. Hein. Vous avez la même chose ici sur la tuile d'infrastructure. Alors vous pouvez retrouver soit le contenu complet de ce qui se passe. Vous voyez ici, vous en avez 4 pages. Donc effectivement, quand vous avez des groupes assez importants, cette méthode d'affichage n'est peut-être pas forcément la bonne, mais vous pourriez, pourquoi pas, rebondir vers un bac. Vous voyez ici, j'ai un autre bouton qui me permet d'arriver vers un bac à alarme qui, lui, est spécialisé dans le e-commerce et qui me montre les éléments sur lesquels je dois prêter attention. D'accord ? Vous avez une pagination, vous avez tout ce qu'il faut ici pour faire vos prises en charge. Alors voilà comment vous pourriez exploiter une météo, et jusqu'au résultat final, à savoir voilà, votre scénario a repris ses droits, et donc vous décidez de remettre en marche la supervision. Alors là, je le fais ici manuellement, mais sachez que vous pourriez le faire via l'API et donc via votre ordonnanceur de tâches si jamais vous aviez une maintenance prévue sur cette application. Et donc là, le même moteur va reprendre en compte cet aspect-là, va vérifier certains éléments en termes de supervision, et puis le scénario sera à nouveau vert, et puis vous retrouvez votre tuile d'origine. Voilà pour l'aspect météo. Alors, je passe, et compteur d'ailleurs, et je passe sur plutôt de l'exploitation là d'un point de vue alarme pure et donc bac à alarme. J'ai une autre vue spécialisée dans les alarmes et sur le périmètre e-commerce
de mon exemple. Alors, vous voyez ici, j'ai découpé ce bac en trois onglets. Vous voyez, et donc un onglet qui présente des alarmes qui sont en attente de traitement. Donc, c'est celles sur lesquelles il faut travailler et appliquer des protocoles de prise en charge. Ensuite, vous avez ici un bac spécialisé dans les alarmes qui ont été acquittées déjà, d'accord, et ici spécialisé dans celles qui ont non seulement été acquittées, mais qui en plus ont eu un ticket déclaré, en fait, donc une interaction avec l'outil tiers. Alors, je vais vous montrer ici une prise en charge d'un élément qui est en erreur. Et donc, en général, la première action à faire, c'est de poser un acquittement. Donc ici, vous avez un panneau d'action qui permet d'agir et qui est interactif par rapport à l'état de l'alarme. Donc ici, on pourrait dire, voilà, prise en charge, ouais, pourquoi pas. Ici, j'acquitte. Et donc forcément, cette alarme va donc disparaître de ce bac pour se retrouver dans le bac des alarmes acquittées. D'accord ? La voilà. Ici, je retrouve sur cette pastille mon commentaire en disant voilà, ça a été pris en charge à telle heure par telle personne. Je vous signale au passage que une règle d'enrichissement a permis de dire que cette alarme concernait le périmètre e-commerce. D'accord ? Alors, comment est-ce que on l'a su? Eh bien, soit parce qu'on a fait une synchronisation d'un référentiel tiers et donc on est venu faire cette association, ou soit parce que on a une règle d'exploitation que je peux vous présenter par exemple ici, où on a fait ce qu'on appelle un enrichissement. Alors ici, il y a le langage à appréhender dans notre outil, et grâce à des actions, voilà, on a positionné l'aspect application de cette alarme, en fait, tout simplement. Donc si je reviens ici sur mon alarme, je vais pouvoir accéder à mes consignes. Alors sachez que les liens ici également sont personnalisables et qu'ils sont complètement dynamiques. Si vous voyez ici en bas à gauche, là, le lien généré, eh bien, embarque des noms et des attributs qui sont liés à l'alarme. Et donc c'est ça le plus important, c'est que vous allez pouvoir rebondir vers votre gestionnaire de consignes et mettre à disposition le bon lien. Et dans cette procédure, vous pourriez, pourquoi pas, par exemple, avoir une instruction de mise en veille de l'alarme. Alors à ce moment-là, je viens là, j'ai mon action de mise en veille, et puis je décide de la mettre en veille 2 minutes. Alors qu'est-ce que ça va induire derrière? Eh bien, vous avez ici un nouveau flag snooze qui vous dit que l'alarme est en veille jusque voilà 10h44 et 55 secondes. L'idée, c'est que cette alarme, vous puissiez ne pas la présenter. Alors là, je l'ai gardé au filtre pour que vous puissiez la voir, mais vous pourriez choisir de dire je ne souhaite pas la présenter dans les bacs à alarme e-commerce parce que de toute façon, voilà, on l'a mise en veille, on l'a mise en pause pendant un petit moment. Donc c'est pas la peine de la présenter. Et puis vous pourriez vous dire ok, voilà, maintenant je dois créer un ticket d'incident pour cette alarme. Alors ici vous avez un bouton qui vous permet de le faire. Sachez que derrière ça, en fait, on va appeler une API de votre outil de ticket et que si votre outil le permet, on va récupérer un numéro d'incident. Et donc, en le faisant ici, là, j'ai une interaction avec l'outil tiers. L'alarme sort de ce bac car forcément, elle est maintenant associée à un ticket. Et donc ici, vous voyez, en faisant ça, je récupère le numéro de ticket que l'outil a bien voulu me donner. J'ai généré un nouveau lien automatiquement ici qui va pouvoir me guider vers l'outil de ticket. Et donc, je peux rebâtir le lien vers votre outil. Et donc, à partir de là, vous avez vraiment une console centrale qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour les prises en charge et pour la gestion de bout en bout de votre alarme. Sachez également que toutes les étapes par lesquelles on est passé ici, vous pouvez les retrouver dans une timeline ici dans l'aspect chronologie. Et donc, vous voyez que on a une alarme mineure, qu'elle a été acquittée, puis mise en veille, puis on a déclaré un ticket, on a récupéré ce numéro. Et donc, quoi que vous fassiez sur l'alarme, à chaque fois, il y a une étape ici qui est enregistrée. Et vous avez pu apercevoir ici également, merci pour le template à qui se reconnaîtra aujourd'hui, mais vous pouvez ici choisir un template de représentation et donc pour afficher plus
d'informations sur l'alarme parce que vous êtes limité forcément par le tableau. Donc derrière, si vous voulez mettre des informations complémentaires, des informations enrichies, des calculs de date, d'état, de temps, etc., de durée, vous avez tout ce qu'il faut ici pour le faire. Et donc tout ça ira jusqu'à la clôture, tout simplement, de l'alarme. Alors soit par l'outil de supervision qui viendra nous envoyer une contre-alarme, ou soit vous ici en supprimant ou en effectuant d'autres opérations. Voilà pour cette présentation donc dans Canopsys. Alors, tout ce qui s'est passé là, évidemment, est disponible dans le puits de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, je vous propose de terminer cette démonstration en allant sur un Grafana et puis en vous montrant le type de rapport auquel vous pourriez prétendre en utilisant les infos du puits de données. Et donc ici, vous voyez, j'ai un rapport, par exemple, qui me donne des taux de disponibilité et un listing d'indisponibilité de services et de comment dire, un graphe de taux de dispo dans le temps. Et puis ici, vous voyez, vous pouvez choisir vos domaines applicatifs. Alors tout ça est dynamique parce que forcément, vous avez enrichi avec vos référentiels externes les données. Et puis ici, voilà, vous avez les taux de disponibilité qui apparaissent, vos listings en question. Et donc tout ça est personnalisable. Nous, on en propose quelques-uns, mais évidemment, vous faites ce que vous souhaitez et vous pouvez les faire aussi par votre propre outil. Alors, je vous en montre un autre pour terminer cette démo, mais vous pourriez ici avoir plutôt une orientation compteur du nombre d'alarmes avec leurs différentes sévérités, et puis utiliser la puissance d'un outil comme Grafana pour naviguer dans le temps. Ici, vous avez un top 10 des alarmes qui sont passées dans tel ou tel état, des temps de MTBF, c'est-à-dire des temps moyens entre deux pannes. Enfin, vous avez toutes sortes de KPI que vous pouvez calculer grâce aux informations du puits de données. Alors voilà pour cette démo. Donc en ce qui me concerne, j'ai terminé et je vais me mettre à disposition pour répondre à vos questions. Et puis on va se passer la main avec Armand pour aller dans ce sens-là. Alors je repasse simplement la fin des slides. Effectivement, on a un certain nombre de questions, Mika, principalement sur les connecteurs. Alors, on a Antoine qui nous demande si il existe un connecteur natif WUG, SolarWinds ou dans SQL. Alors, je ne connais pas WUG Alors ou j'y vais. WUG. Ouais. Donc c'est parti. Donc pour WhatsApp, non, Ah ouais, pas WhatsApp de, Gold, pardon. Oui. pas de connecteur aujourd'hui. Alors c'est un outil dont on nous parle régulièrement. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler dessus. Je doute pas que voilà, le jour où on aura un dossier qui inclut WhatsApp, on aura le connecteur qui ira en face. Sur l'aspect SQL, oui, on a un connecteur SQL dont le métier est de se connecter à une base et donc de transformer des enregistrements en événements de supervision. Donc ça se fait sans problème. MySQL, Postgre, Oracle, MS SQL, enfin à peu près tous les outils de marché. Et j'ai oublié le dernier, Armand, tu SolarWinds. m'as SolarWinds, non pas encore. Par contre, avec SolarWinds, on a fait quand même l'étude de faisabilité parce qu'on nous a interrogé déjà sur cette question. Et donc, on sait qu'on peut passer par un système de log et donc exploiter les logs de SolarWinds en fait pour faire l'interconnexion. Mais si j'en crois mon petit doigt, je pense on va pas tarder à écrire ce connecteur. Alors, toujours une question connecteur et toujours un Antoine, mais pas le même, Ouais. qui nous demande si on a un connecteur Prometheus. Ah non, non, on n'a pas de connecteur Prometheus. Alors pareil, Prometheus, c'est vrai que cet outil de sup et de métro, on commence à le voir un peu partout, et donc on va certainement aller dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, pour répondre clairement à la question, non, il n'y a pas de, voilà, ça n'existe pas encore. Donc je pense que ça tardera pas, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Demandé s'il y avait une météo de service, donc je pense que il a eu la réponse au travers des slides en partie et surtout au niveau de la démo. Oui. Donc voilà. On a Jean-Philippe qui nous demande si on a des clients hors des principaux grands comptes. Donc, je lui ai d'ores déjà répondu qu'on avait également des clients typés PME. On peut pas forcément tous les citer, mais on pourra revenir vers lui avec un certain nombre de précisions, avec des retours d'expérience. Toujours une question connecteur de Pascal qui nous demande si on a un connecteur NNM. Alors,
Alors, on n'a pas un connecteur en particulier pour NNM, mais par contre, comme NNM fait suivre des trappes SNMP ou des logs, on a déjà fait des interconnexions NNM par ce biais. Donc, je dirais que oui, l'interconnexion aujourd'hui est possible. Tout à fait. Alors Nicolas nous demandait si on pouvait détailler dans la démo ce qui faisait partie de la licence Core ou pas. Je n'ai pas voulu te perturber pour ta démo. On a Oui. un tableau, je me permets justement d'en profiter pour le dire à tous. N'hésitez pas à vous rendre sur le site capen6.fr/canopsis, vous retrouverez un tableau comparatif précisant justement de manière détaillée les éléments qui font partie de la licence Pro et les éléments qui sont intégrés dans la licence Open Core. Vous pouvez bien distinguer les choses et puis après on reste à votre entière disposition pour spécifiquement vous préciser les choses lors de rendez-vous et lors d'échanges plus spécifiques sur vos projets à l'issue de ce webinar. Alors, si tu veux, Armand, Ouais. excuse-moi, je te coupe, mais là, par rapport à la démo, on va dire, ce que j'ai montré, donc l'aspect enrichissement par référentiel externe, là, clairement, ça fait partie de l'aspect plutôt édition pro, et l'interco webbook également. Après, le reste, sur les météos, les bacs, les gestions de période de temps, voilà, ça fait partie de la version core, en fait. Voilà, c'est juste par rapport à ce que j'ai Ouais, montré, au effectivement, moins comme ça tu fait fais le. bien de faire le rapport. Oui. Les statistiques également, ça fait partie de la version pro. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments et comme je disais, vous le retrouverez également dans le site internet, sur le site internet avec le tableau comparatif. Alors toujours une question connecteur. Antoine nous demande si on a un connecteur AD SSO Ah, et surtout s'il fait partie de la version open source. oui. Alors, donc là, pour l'authentification, toute la partie votante est dans la version open source. Et alors, l'aspect SSO, c'est vrai qu'en intro, je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, on a une compatibilité avec le protocole CAS et avec le SAML V2. Voilà. Pour répondre à la question, effectivement, c'est dans les aspects open. Alors Vincent nous demandait si on était compatible avec du SSO Azure AD, donc on est sur une question très similaire. Voilà. Non, pas aujourd'hui, non. Non. Ok. Cédric nous disait, lors de l'ouverture de ticket, y a-t-il une possibilité d'ajouter un commentaire? D'après ce qu'il voyait dans la démonstration, c'était des données prédéfinies. Alors, l'ouverture d'un ticket, c'est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que l'URL qu'on va appeler d'API est personnalisable, l'authentification également, et le payload, c'est-à-dire le contenu de ce qu'on va poster sur cette API est complètement personnalisable. Donc on peut utiliser tous les attributs d'une alarme et on peut également utiliser tous les attributs du CI sur lequel porte l'alarme en fait. Voilà. Et alors après, peut-être que la question c'est plutôt ajouter un commentaire à la volée, c'est-à-dire modifier quelque chose à la volée. Alors quand on le fait de manière, enfin comme j'ai fait sur la démo, c'est-à-dire avec un bouton préfet, non, on modifie rien à la volée. Par contre, dans Canopsys, sur une alarme, on peut ajouter un commentaire par exemple. Alors je vous dis ça un tout petit peu en avance de face parce que la version va sortir lundi qui arrive et cette version embarque cette possibilité de faire un commentaire, mais sinon au moment de la création du ticket, non, on n'ajoute pas un commentaire en particulier. Alors Mathieu nous dit, est-ce qu'il y a bien un connecteur tout prêt pour Grafana? Alors oui, alors si on parle du puits de données, le puits de données c'est une base PostgreSQL, donc Grafana possède déjà un connecteur PostgreSQL, donc la réponse est oui. Parfait. Julien nous parle de traitement SNMP. Est-ce qu'on fait du traitement SNMP et syslog également? Alors traitement SNMP supérieur et syslog également. Je sais pas Ouais. ce qui. Alors Ouais. je vais répondre à la question. Donc Canopsys est capable de recevoir des trappes SNMP et donc il les reçoit de deux manières. Soit du vrai trap SNMP, codifié SNMP qui respecte le protocole. Malheureusement, c'est pas très souvent le cas, mais bon, il y en a quand même. Et donc là, on a un système de transformation des trappes qu'on reçoit et puis du coup d'interprétation. Et puis si ce qu'on reçoit n'est pas respecte pas réellement le standard SNMP, à ce moment-là, on peut introduire du custom de réception de trappes SNMP ici pour appliquer des traitements vraiment particuliers à ce qu'on reçoit. Donc pour le traitement SNMP trap,
La réponse est oui. Et pour le syslog, aujourd'hui, on a pris le parti de mettre en intermédiaire de Canopsys et de log de manière générale l'outil Logstash. Donc la réponse est oui, pas l'intermédiaire de Logstash. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a une carte pour le suivi de workflow? Une question de Morgan. Alors, y a-t-il une carte Y pour a-t-il le une carte pour le suivi suivi workflow? workflow? Alors, peut-être qu'il faudrait préciser la question parce que j'ai peut-être du mal à la comprendre. Peut-être Morgane, si vous Morgan, si vous pouviez pouvez, ouais, préciser. mettre une petite précision pour m'aider à vous répondre. Alors, Ilias nous demande s'il est possible de retrouver le suivi complet du traitement du ticket depuis Canopsys. Alors, dans ce sens-là, non. On va dire oui et non. Voilà, c'est une réponse en deux temps. De base, voilà. Donc, quand le ticket a été généré, traité, modifié depuis Canopsys, eh bien, vous avez les différentes étapes qui ont lieu, donc on les retrouve. Par contre, voilà, si jamais une modification du ticket a lieu sur l'outil de ticketing, eh bien, il faudrait que l'outil de ticketing puisse envoyer l'information à Canopsys afin qu'il puisse la répertorier. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est en deux temps. Faut-il que l'outil le permette, voilà. Et très honnêtement, dans nos différentes installations, c'est pas réellement un cas qu'on traite en général. En général, ce qu'on nous demande, c'est voilà, pour tel critère, tel critère, tel critère, je souhaite créer un ticket de manière automatique. Ou alors, je veux la possibilité d'avoir un bouton qui va me permettre de créer le ticket de fait de manière semi-automatique. Lorsqu'on acquitte le ticket, on nous demande d'envoyer l'information à l'outil de ticket en disant voilà, ça a été affecté. Et puis, s'il y a un changement d'état, eh bien à ce moment-là, on a ce changement d'état qui est transmis aussi à l'outil de ticketing et la clôture également. Alors, on ne nous demande pas souvent de clôturer le ticket à partir d'une information Canopsys, mais d'amener l'information sur le ticket qui dit que qu'il a été, enfin que l'alarme a été clôturée côté hypervision. C'est plus dans ce sens-là. Alors, une question d'Alain qui nous demande, alors il nous demande NetFlow pour interrogation, certainement, est-ce qu'on a un connecteur pour NetFlow? Non, pas aujourd'hui. Alors après, j'ai pas creusé l'aspect Logstash à cet endroit-là, mais de base, je dirais non. Voilà. D'accord. Avez-vous, alors Jacques nous demande, avez-vous des vues topologiques, physiques et ou services de bout en bout? Alors non, aujourd'hui ça n'existe pas. Ce qui existe en Canopsys, c'est la possibilité de parcourir le référentiel, d'accord, c'est-à-dire le référentiel interne et puis du coup les informations qui ont été synchronisées sur ce référentiel. Aujourd'hui, on n'a pas de vue topologique ou de bout en bout à cet endroit-là. C'est clairement inscrit à la roadmap, mais c'est pas maintenant en fait qu'on a prévu de le faire. Donc pour l'instant, la réponse est non. Et Julien qui nous demande, avez-vous des références en termes de volumétrie de parc matériel exploité? Disposez-vous de références en termes d'équipement max déjà constaté avec votre solution de EPS? Alors alors oui. Donc je vous donne quelques informations. Ce qu'on regarde nous en général, c'est le débit d'événements à l'entrée dans Canopsys. C'est ça qui est assez représentatif de la comment dire de la quantité de ressources dont on a besoin pour exploiter la solution. Aujourd'hui, on est en mesure de traiter des plateformes qui vont jusqu'à 1500 événements par seconde. Voilà. On a fait des gros efforts ces derniers temps en termes de performance pour accepter ce type de flux et surtout conserver, parce que c'est ça l'enjeu en fait, conserver la garantie de la chronologie des événements. Parce que voilà, on a une chaîne de motorisation et eh bien, quand on reçoit 1500 événements par seconde, il ne s'agirait pas de traiter une clôture d'événements avant son ouverture, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est important d'apporter cette garantie. Donc, aujourd'hui, on peut traiter 1500 événements par seconde et on augmente en fait ces derniers temps cette capacité. Euh, et aujourd'hui, finalement, on a plus de limites matérielles que de limites logicielles sur cette prise en charge. Et donc, à quoi ça correspond derrière? Ça correspond à des 400 000, 500 000 points de contrôle derrière qui sont réalisés en termes de supervision. Donc, en général, ça nous laisse le temps de voir venir sur ces aspects-là. Après, il est vrai que dans des centres de services qui sont multi-clients, lorsqu'on rentre un nouveau client, on a vite rentré 50 000, 100 000 points de contrôle supplémentaires qui vont donc de fait
augmenter le volume à l'entrée. Et ensuite, évidemment, c'est plus dur de répondre à votre question quand on parle de la nature des règles qu'on met en place. Mais disons que si chaque événement qui rentre dans les motorisations bénéficie de l'application de 30 règles qui vont décortiquer l'événement, bah forcément, ça va prendre de la ressource et ça va mettre plus de temps à traiter l'événement de bout en bout. Et c'est là où je dis que c'est plus dur de répondre aux questions et à cette question-là parce que c'est difficile de vous donner des abacs à cet endroit-là, en fait. Voilà, ça dépend plutôt de la nature des règles et de ce que vous souhaitez faire avec. Et donc, ça s'étudie plutôt en phase amont projet quand on est en projet ensemble. Alors, Mickaël, je te laisse regarder les questions parce que il y en a certaines que je ne vois plus. Je vois qu'il y a eu 2 questions qui sont arrivées, mais je ne les vois plus apparaître. Alors, il y a Ilyes qui dit dans le cas d'un incident technique, est-il possible de déclencher un job Jenkins pour relancer l'appli en échec, par exemple, dans la version OpenCore? Alors, dans la version OpenCore, non. Voilà, parce qu'en fait, le déclenchement d'un job Jenkins va passer par un autre système de webhook qui, lui, est dans l'édition Pro. Alors, ça, c'est aujourd'hui la version, enfin, c'est la fonctionnalité qui nous permet effectivement de déclencher un job, en sachant que dans le module remédiation qu'on prévoit pour cette année, il aura donc la possibilité de le déclencher directement depuis Canopsys. Enfin, voilà, on détaillera la fonctionnalité un petit peu plus tard dans les semaines à venir. Mais pour la question dispo dans l'open core, la réponse est plutôt non à cet endroit-là. Autre question de Jacques, corrélation intra et inter-équipement. Alors inter-équipement, du coup, alors je vois pas trop ce que ça veut dire, mais je vais vous répondre sur les règles de corrélation qui existent aujourd'hui. Ça vous donnera peut-être que ça vous donnera des éléments de réponse. Alors la corrélation, c'est plus que frais en termes de vraiment de règles de corrélation pure, puisque le moteur fait son apparition dans la version 3.40 qui sort la semaine prochaine. D'accord. Jusque-là, on avait tous les aspects déduplication, regroupement, etc. Et là, on va passer vraiment sur la corrélation à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est des corrélations de relations parents-enfants. Et donc, peut-être que on pourrait dire que c'est la corrélation intra-équipement. Et donc, si un élément sur un équipement est en panne et que cet équipement lui-même est en panne, on ne présente qu'une alarme et on les regroupe, ce qui fait que toutes les opérations qui sont exécutées sur l'alarme parente est exécutée également sur les alarmes enfants. Pareil pour les créations de tickets, pour les acquittements, etc. Et ensuite, les deuxièmes formes de corrélation qu'on a introduites dans le moteur sont plutôt ce qu'on pourrait appeler des méta-alarmes. Et donc, on va regrouper les alarmes grâce à des règles. Comment? Alors, on pourrait faire par exemple une règle temporelle. La règle temporelle, elle dit si j'ai 50 alarmes qui sont créées en 5 minutes, eh bien, je les regroupe entre elles. Et donc, j'ai une méta-alarme qui est créée. Alors, on ne garantit pas qu'il y ait un lien entre les alarmes, mais par contre, on sait qu'elles ont été créées toutes en moins de X temps. Et donc derrière, c'est peut-être une perte d'équipement qui justifie ça. Et donc l'avantage, c'est que côté pilotage, on ne montrera qu'une seule alarme. Autre cas, voilà, si vous avez 80% du périmètre e-commerce, pour rester sur mon exemple, qui est KO, eh bien, je lève une méta-alarme. Et donc, vous créez une alarme chapeau sur laquelle, encore, vous pourrez exécuter des actions de masse et ne créer qu'un seul ticket d'incident et avoir le suivi en question. Voilà ce qui est prévu dans la version qui sort la semaine prochaine et qui intègre ce moteur corrélation. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Okay, T'es revenu Armand du coup Ouais, j'ai récupéré les questions, je sais pas, j'ai eu un petit souci avec l'outil. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis en train de. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, ouais, on a fait le tour. Ouais. Évidemment, on est à disposition, donc posez vos questions. Vous pouvez aussi nous poser vos questions par email. Vous voyez là, j'ai fait exprès là de projeter le dernier slide pour vous donner les mails d'Armand et d'Edouard.
Donc vous les contactez, vous posez vos questions, on peut prendre des rendez-vous. Enfin, franchement, n'hésitez pas si vous avez une question sur le fonctionnement, sur une maquette, ou voilà, il faut revenir vers nous. On est là pour ça, hein, sans aucun problème. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous. Dans tous les cas, nous, on reviendra également vers vous avec un petit sondage justement pour savoir si vous avez été satisfait de cette présentation. On vous transmettra les slides, on vous transmettra les réponses de manière écrite à la session de questions-réponses auxquelles on vient de répondre à l'oral. On y répondra à l'écrit. Comme ça, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos réponses. Et puis, comme le disait Mickaël, on est à votre entière disposition pour échanger spécifiquement sur vos besoins. Donc, pour prendre du temps dès la semaine prochaine, hein, même dès cet après-midi si besoin, si vraiment il y a une urgence. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Vous avez nos coordonnées, donc on est deux au commerce à pouvoir être vos interlocuteurs. Donc moi-même Armand Dissot et puis Édouard Huot également qui est président et qui fait du commerce. Donc voilà, hésitez surtout pas. On est à votre entière disposition. On en profite pour vous remercier pour votre présence et pour votre participation active au travers des questions-réponses. Et puis portez-vous bien, tout simplement. Bon, merci à tous. Je vois que là, de toute façon, il y a plus de questions complémentaires. Écoutez, on se retrouve dans une prochaine session qui aura peut-être un focus fonctionnel plus prononcé, ou d'autres présentations générales. Donc en attendant, portez-vous bien. Grand merci encore. Et puis à une prochaine. Au revoir tout le À monde. bientôt. Merci à vous.